Egunon, bienvenue sur Média Basque. Selon de nombreux chercheurs, en dessous de 100 000 locuteurs, une langue peut être considérée comme vulnérable. Si aujourd'hui le nombre de bascophones s'est stabilisé à 20% de la population au Pays Basque Nord, soit un peu plus de 51 500 personnes, la proportion de locuteurs, quant à elle, continue de baisser. Selon des projections de l'Office public de la langue basque réalisées en 2024, elle pourrait tomber à 16% en 2050. À l'approche des élections municipales et communautaires qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, Média Basque donne la parole à des membres de la société civile afin de décrypter les enjeux d'une dizaine de grands thèmes d'actualité sur le territoire. Parmi eux, celui de l'Euskara, qui est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. En juin 2024, l'Office public de la langue basque et l'Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées ont présenté les résultats de leurs études sur les perspectives sociolinguistiques de l'Euskara à l'horizon 2050. D'après leurs recherches, l'évolution démographique et le vieillissement de la population au Pays Basque Nord font partie des facteurs qui impactent de façon importante le taux de bascophones actuel et à venir. Alors que le nombre de bascophones a augmenté dans le Labourd, avec 100 167 nouveaux locuteurs entre 2018 et 2022, essentiellement chez les jeunes et les tranches d'âge intermédiaires, celui-ci a baissé de 566 dans les territoires de l'intérieur, avec très peu de nouveaux bascophones chez les jeunes. Pour l'OPLB, ces différences sociodémographiques entre le Labourd et l'intérieur doivent avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques publiques. Celle-ci alerte sur la nécessité de mobiliser des efforts d'ampleur pour développer et pérenniser la politique linguistique pour tenter d'atteindre les 30% de locuteurs bascophones en 2050. Bien qu'il n'existe aucun statut spécifique pour les langues régionales ou minoritaires, l'article 2 de la Constitution française, précisant que la langue de la République est le français, l'État, l'enseignement public et les collectivités locales ont la possibilité d'entreprendre des actions culturelles ou éducatives au profit de la langue basque. La défense de l'Euskara et du Guescon figure par exemple parmi les 5 priorités pour répondre aux grands enjeux du territoire de la communauté d'agglomération Pays Basque. Alors, à l'orée de ce scrutin municipal, quelle est l'importance de ce rendez-vous politique vis-à-vis de l'avenir de l'Euskara ? Quel levier existe-t-il à l'échelle locale dans la mise en place d'une politique linguistique encourageant la transmission et l'usage de la langue basque ? Sociolinguiste et membre fondateur du collectif Plaçara qui poursuit l'objectif de rendre l'Euskara plus présent dans le quotidien des acteurs et des habitants du territoire, Eneko Gori est avec nous pour y répondre. Egunon, Eneko Gori. Egunon. Si nous avons choisi de tourner cette émission aujourd'hui à l'école publique d'Ossès, c'est parce que c'est l'une des premières à s'être mobilisée pour donner la possibilité de suivre un enseignement immersif dans le public jusqu'au CP. D'après vous, aujourd'hui et dans les années à venir, quelles sont les principales préoccupations en matière d'apprentissage, de pratique et de diffusion de l'Euskara de notre territoire ? Je pense que vous l'avez très bien résumé en 4 points où en est la situation de la langue basque aujourd'hui. Il y a la question de la connaissance, il y a la question de la pratique, il y a la question de la masse critique et de la proportion du nombre, de la proportion des locutrices et des locuteurs. Et puis ensuite, il y a une question qu'on n'avait pas évoquée, mais qui, à mon avis, est très importante, c'est celle du consensus social. Où en est la question du consensus autour de la langue basque au Pays Basque Nord, dans les 3 provinces du Pays Basque Nord. Ben, en termes de connaissances, vous l'avez dit, après des décennies de déclin, après des décennies de perte de locuteurs, on arrive à une forme de stabilisation du nombre de locutrices et de locuteurs. C'est-à-dire que l'hémorragie a été violente, mais on ne perd plus depuis une dizaine d'années de locuteurs en chiffre absolu. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'une part, que les politiques publiques peuvent être efficaces, qu'enrayer le déclin de la langue basque, c'est possible, qu'on n'est pas face à une évolution naturelle ou à une forme de fatalité, que la langue basque, comme 6000 autres langues à travers le monde, est vouée à disparaître. Non, ce n'est pas une fatalité, on peut enrayer ce déclin-là. Donc, première information, à mon avis, qui est assez positive, c'est de se dire c'est possible. Et il y a 30 ans, c'était pas gagné. Et je pense que si on avait parlé de ce sujet-là avec des activistes de la langue basque il y a une trentaine d'années, peut-être que le paysage ou les projections qu'ils allaient faire allaient être plus sombres. La deuxième question, c'est celle de la proportion, parce qu'au final, on ne perd plus en chiffre absolu de locutrices et de locuteurs. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe en termes de proportion et de masse critique ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir quel est le pourcentage de la population du Pays Basque Nord qui parle basque. Autrement dit, quelle est la probabilité que j'ai moi, en sortant de chez moi, de pouvoir croiser d'autres bascophones et de pouvoir pratiquer la langue basque. Et bien, à ce niveau-là,
les prévisions et la situation est plus négative. C'est-à-dire que, notamment dû à l'attractivité du territoire, mais ce n'est pas le seul facteur, eh bien, tous les 5 ans, la proportion de bascophones continue à baisser. Donc, en termes de chiffres absolus, on stabilise, mais en termes de proportion, on continue à baisser parce que chaque année viennent s'installer sur ce territoire, entre autres, c'est pas que le seul problème, des non-bascophones. Et aujourd'hui, si on regarde aussi par rapport aux prévisions, ça veut dire que nos enfants, parce qu'ici on est dans une école, mais on est tous plus ou moins parents, nos enfants auront moins l'occasion de nous de parler l'euskara que nous l'avons nous à notre âge. Et donc du coup, la société de demain sera peut-être de plus en plus bilingue en termes de paysage linguistique. Les panneaux parleront basque, mais la population ne le parlera pas. Le troisième point, c'est celui de la pratique. On se rend compte qu'il y a au Pays Basque Nord comme au Pays Basque Sud un fossé qui se creuse entre la maîtrise de la langue et la pratique de la langue. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent le basque ou qui maîtrisent le basque et de moins en moins qui le parlent dans la vie sociale. Et qu'on parle l'euskara aujourd'hui essentiellement dans l'environnement intime, avec les copains, dans la famille, etc., mais de moins en moins dans la sphère publique, et là c'est dommage. Donc là, il y a véritablement un travail à faire, parce qu'une langue qui n'accomplit pas toutes les fonctions sociales attribuées à une langue, c'est une langue qui petit à petit va perdre son intérêt. Puis la dernière question, c'est celle du consensus. C'est-à-dire que si dans les années 80, la langue basque était un sujet politiquement marqué, aujourd'hui c'est devenu un sujet politiquement correct et on entend de moins en moins de voix s'élever contre la présence de la langue basque dans la vie sociale. Et contrairement par exemple à la Navarre où l'opinion publique est très polarisée autour de cette question, où il y a vraiment 40% de la population qui est pour, 40% qui est contre et 20% qui est un peu indifférente. Ici, on a un noyau dur un peu indifférent à la question, mais quand même un fort consensus autour de l'euskara. Et ça, on l'observe à la fois dans les enquêtes sociolinguistiques, mais aussi dans les enquêtes notamment menées par l'IFOP, une enquête hexagonale, qui montre qu'il y a quand même un attachement à l'euskara de la part de la population, toute sensibilité confondue. Et à mon avis, ça c'est vraiment une force que l'on doit s'approprier, à la fois le tissu militant, associatif, et à la fois les institutions, pour donner les pas supplémentaires qui restent à faire. Donc une situation en demi-teinte avec des signaux positifs, des signaux plus alarmants et des perspectives pour continuer à œuvrer pour l'euskara, à œuvrer et à lutter pour la langue basque, si on veut que l'avenir de ce territoire soit plus bascophone qu'il ne l'est aujourd'hui. Et est-ce que d'après vous, les municipalités ont pris la mesure des enjeux de leur implication dans la vitalité de l'euskara ? Oui et non, c'est-à-dire que si comment dire, si on se cale sur notre agenda, notre impératif, notre sentiment d'urgence absolue qu'on peut avoir en tant qu'Euskaltzale, en tant que personne attachée à la langue basque ou en tant qu'activiste, on serait tenté de dire non, il faut qu'ils prennent plus conscience des enjeux, qu'ils mettent en œuvre des politiques linguistiques plus audacieuses, etc., etc. Et si on lève un petit peu la tête du guidon et qu'on regarde l'évolution qu'il y a eu quand même depuis une trentaine, quarantaine d'années, force est de constater qu'il y a eu une forme de mise à l'agenda de la question linguistique. Si dans les années 80-90, seuls les militants et le monde associatif défendaient la langue basque, à partir de 2002-2004, il y a eu une mise à l'agenda de cette question-là, une mise à l'agenda des pouvoirs publics, mais aussi une mise à l'agenda médiatique. Et il y a eu une forme de prise de conscience, encouragée par la rue quand même. Et aujourd'hui, beaucoup de municipalités mettent en œuvre des politiques publiques de revitalisation de la langue basque. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que c'est un long chemin parcouru déjà? Oui. Est-ce qu'il reste encore un immense chemin à parcourir? Évidemment. Donc on est un petit peu dans cet entre-deux. Pendant près d'un siècle, on n'a pas fait grand-chose. Tout au cours du XXe siècle, les municipalités ne se sont pas appropriées cet enjeu. Là, ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années qu'elles s'en sont saisies. À l'échelle d'une réappropriation d'une langue, c'est rien en 20 ans. C'est rien. Le drame de la revitalisation des langues comme l'euskara, c'est qu'elles peuvent disparaître en une génération, mais qu'il en faut 4 pour qu'elles soient revitalisées. Donc on a amorcé un chemin. Ce chemin va être extrêmement long et on va devoir le continuer du monde associatif comme du monde institutionnel aussi. Et les mairies ont énormément de choses à faire. Et concrètement, comment les mairies peuvent répondre aux différentes problématiques que vous avez évoquées? De quels outils elles disposent? Oui.
Alors, souvent, quand on est élu d'une mairie, que ce soit une mairie de moins de 1000 habitants ou une municipalité de plus de 10 000 habitants, on a tendance à se dire que l'avenir d'une langue comme l'Euskara, ça me dépasse, c'est pas moi qui vais y arriver. Pour autant, on est convaincu qu'elles ont beaucoup à faire. À trois niveaux. Il y a le niveau de l'exemplarité, le niveau de la proximité, le niveau j'ai dit complémentarité? Non. Complémentarité, proximité et exemplarité. Complémentarité, déjà, se dire que l'action d'une mairie, que ce soit une mairie comme la mairie d'Ortsaïsé ou la mairie de Biarritz, par exemple, peuvent faire beaucoup et que leur action s'inscrira forcément en complémentarité de ce qui se fait déjà dans le monde institutionnel, c'est-à-dire de ce que fait déjà l'AGLO, ce que fait déjà l'Office public de la langue basque, ce que fait parfois aussi le département, par exemple sur l'enseignement dans le secondaire. Et elle s'inscrira forcément aussi en complémentarité avec ce que font les associations de la commune. Ce que font les associations à Euskara, comme Ursaïs par exemple à Ortsaïsé ou comme Minsalachai à Biarritz, pour reprendre ces deux exemples. Mais ce que font aussi les écoles et les ikastola. On voit que dès qu'il y a une ikastola qui se crée dans une commune ou dans un village, ça apporte une énorme vitalité linguistique et culturelle autour de ça. Ce que font les Gaweskola, ce que fait vraiment tout le monde associatif. Donc déjà, une municipalité peut faire beaucoup, mais qu'elle reste à sa place et qu'elle se dise forcément ce que je ferai, ce sera en complémentarité avec ces deux axes. Le deuxième, c'est celui de l'exemplarité. Une commune, en montrant l'exemple, peut encourager le monde économique à s'inscrire aussi en faveur de la langue basque, ou le monde associatif à le faire. Mais c'est à elle aussi de marquer cette forme d'exemple et de densifier, par exemple, l'offre de services publics en euskara, de voter, par exemple, des délibérations en direction de l'euskara, d'attribuer des moyens pour développer la politique linguistique, mais aussi pour accompagner les acteurs de terrain qui œuvrent autour de l'euskara au quotidien. Donc, elle peut faire beaucoup et son exemplarité rayonnera. Et le dernier point, c'est celui de la proximité. Si l'Office public de la langue basque et la communauté d'agglomération Pays basque ont une force de frappe qui est très très grande et impulse des politiques linguistiques audacieuses, elles n'auront jamais la proximité que peut avoir une municipalité. Et cette proximité-là, cet ancrage de terrain, cette connaissance de la réalité sociolinguistique de leur commune, c'est quelque chose d'extrêmement important pour mettre en œuvre des politiques publiques efficaces. Vous avez des exemples d'initiatives qui ont été mises en place par des municipalités qui, d'après vous, ont été particulièrement bénéfiques pour l'avenir de l'Euskara? Oui, disons qu'on on a quand même une quinzaine d'années de recul sur ce qui se met en place. Andaï a été la toute première commune du Pays Basque Nord à se doter d'un projet de politique publique avec le recrutement d'un chargé de mission, avant même que l'Office public de la langue basque n'existe. Donc il y avait quand même ce rôle un peu précurseur d'Andaï. Mais aujourd'hui, dans la lignée de la commune d'Andaï, il y a aujourd'hui une petite dizaine de communes qui ont des chargés de mission et peut-être une vingtaine d'autres communes qui ont des politiques linguistiques ou en tout cas qui ont des actions autour de la langue basque. Donc des exemples, il y en a plein. Il y a cette commune des Robies, par exemple, qui propose des bourses d'enseignement pour ses adultes et qui encourage les habitants de la commune à apprendre l'euskara en leur attribuant des bourses. Et ça, ils l'ont créé avant que l'Office et avant que la communauté d'agglomération Pays basque ne propose. Donc ils se sont dit à un moment donné, si on veut que nos concitoyennes et concitoyens parlent davantage euskara, il faut qu'on les encourage aussi économiquement à le faire. Donc ils ont créé ça. On a une autre commune du sud de la Pourdi, Ego-la-Pourdi, qui a recruté un chargé de mission sur ce mandat-là, qui a voté un plan euskara exemplaire et qui aujourd'hui mène avec les commerçants un travail super intéressant pour que les commerçants se fassent le relais de la politique linguistique et accueillent également les gens en euskara, pas juste pour sauver l'euskara, mais c'est parce que c'est aussi une garantie d'un meilleur accueil de leur clientèle. Et comme dernier exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il y en a plein, mais cette commune plus du Pays Basque intérieur, de Basse-Navarre, qui va créer un véritable tiers-lieu, un véritable espace de vie dédié à la création cinématographique, dans lequel se côtoieront des gens du Pays Basque et des gens qui viennent de loin, des gens qui sont nés ici, qui parlent euskara ou qui ne sont pas nés ici mais qui le parlent aussi, d'autres qui ne le parlent pas. Ils se sont dit, si on doit accueillir dans notre petite commune un lieu aussi important, il faut quand même se poser la question de quelle place aura l'euskara. Et donc du coup, ils travaillent sur ce tiers-lieu-là à attribuer à l'euskara une place prépondérante et à ce que chacun fasse son chemin vers la langue. Donc, il y a plein d'exemples hyper intéressants. Et il y a une dizaine d'années, Concheilo avait réalisé une forme de radioscopie très, très intéressante.
Et ils avaient inventé le concept d'une commune fictive du Pays Basque Nord, qu'ils avaient appelée la Runalde. Et ils avaient compilé au sein de la Runalde tout ce que toutes les communes du Pays Basque Nord faisaient en direction de la langue basque, en faveur de la langue basque. Et ils avaient édité une forme de rapport en disant, regardez, si toutes les communes mettent en place ça, on arrivera à des politiques publiques hyper efficaces. Et ça, c'est très intéressant. Et dernier point, peut-être, parce que je m'allonge un peu trop, mais dire qu'une politique linguistique, c'est tout ce qu'on fait en faveur de la langue basque et tout ce qu'on ne fait pas. Parce que de fait, quand on oublie de faire quelque chose en direction de l'Euskara, on nie à l'Euskara l'opportunité de vivre dans l'espace public. Quand une municipalité va éditer une affiche ou un magazine municipal et que pour des raisons X et Y, elles vont oublier de mettre de l'Euskara, ben en fait, ça efface, ça invisibilise la présence de l'Euskara dans la communication publique et ceci a des retombées importantes. Sur notre territoire, une dizaine de municipalités sur 158 communes disposent d'un technicien ou d'une technicienne en langue basque ou un service dédié à la langue basque. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? C'est satisfaisant, si on regarde dans les 20 dernières années ce qui s'est passé, ben voilà, c'est bien. C'est insuffisant en termes d'animation de terrain. Aujourd'hui, force est de constater que la mode n'est pas à la création d'emplois publics, que la mode n'est pas à la densification des services publics, une amélioration de la qualité du service public, ni en termes de politique linguistique, ni en termes de santé, de culture, d'enseignement, etc. Malheureusement. Mais si on veut que la politique linguistique fonctionne, il faut un véritable travail d'animation de terrain. Et ça, c'est un chargé de mission langue basque, un technicien euskara, qui peut le faire. C'est une figure qu'on a empruntée au Pays Basque Sud, comme quoi on a beaucoup à apprendre les uns des autres, mais c'est peut-être une figure qui peut évoluer au Pays Basque Nord. Pendant 10-15 ans, on pensait qu'il fallait une personne à temps complet qui se charge que de l'euskara. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de transitions à opérer au sein de nos villes ou villages, que ce soit autour de l'euskara, que ce soit autour de la parité femmes-hommes, que ce soit autour de l'environnement, que ce soit autour de la vie associative. Mais on pourrait imaginer, par exemple, des figures qui cumuleraient deux postes et qui opéreraient des transitions à la fois sur la parité et sur l'euskara, ou à la fois sur l'euskara et sur le développement durable, par exemple. Donc, pour moi, c'est indispensable de développer ça. L'Agglo fait un super travail à ce niveau-là. Il faudrait que les mairies se saisissent de ça et se disent qu'elles ont beaucoup à gagner, au-delà des enjeux électoraux, dans la vitalité de leur commune aussi. Justement, est-ce que d'après vous, Eneko-Gori, depuis la naissance de l'Agglo en 2017, est-ce que cette naissance a changé quelque chose dans le développement d'une politique linguistique? Oui, ça a changé. Alors, là, encore une fois, la tentation, c'est en tant que militant de dire non, ça va pas assez loin, etc., etc. Oui, les choses ont changé. Déjà, il y a une forme d'harmonisation de ce qui se faisait au préalable. L'Agglo est créé et va impulser une forme de continuum de ce qui existait déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas avec la création de l'Agglo en 2017 que la politique linguistique intercommunale commence à exister. Il y avait à l'époque une dizaine de comités de communes et comités d'agglomération. Sur ces 10, 8 étaient déjà engagés dans des politiques publiques avec des techniciens langue basque en leur sein. Donc du coup, la création de l'Agglo a en quelque sorte harmonisé les politiques linguistiques et a couvert des territoires, des zones blanches qui à l'époque n'étaient pas couvertes, les a couvertes. Voilà. Est-ce que ça peut aller plus loin? Évidemment que oui. Tout le monde s'accorde pour le dire, à la fois le monde associatif et le monde institutionnel. Mais il y a eu quand même une évolution et j'espère que la version 2 de l'Agglo, issue de la nouvelle majorité ou de l'Agglo ou de la future forme que prendra la structuration de ce territoire, montera d'un cran la politique linguistique parce que ce n'est pas du tout le moment de rétrograder. L'avion vient juste de décoller et si c'est maintenant qu'on éteint les moteurs parce qu'on pense être arrivé à un rythme de croisière de notre vol, on va s'écrouler et la politique linguistique va s'écrouler, le consensus créé autour de l'Euskara vont s'écrouler et c'est vraiment pas le moment d'éteindre les moteurs. Au contraire, il faut continuer à mettre le turbo pour arriver à une forme de stabilisation des moyens et de la politique linguistique. Selon l'Agglo, grâce au dispositif d'aide aux communes, les 3/4 des municipalités du Pays Basque travailleraient à rendre le basque plus visible dans l'espace et les services publics. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Il y a eu un véritable travail d'encouragement des élus, des agents de terrain aussi, des agents municipaux, qui ont vraiment fait du porte-à-porte et qui sont allés interpeller beaucoup d'élus.
Je sais que souvent, ils ont rencontré des maires ou des conseillers municipaux qui se disaient soit, bah, dans ma commune, personne ne parle basque, qu'est-ce que vous voulez que nous on mette en place une politique linguistique, ou d'autres qui disaient, ici, tout le monde parle euskara, enfin, la situation est saine, il n'y a pas d'intervention à mettre en œuvre. Et ils ont quand même fait preuve d'un travail de pédagogie, de persuasion, etc., etc. Ça peut, encore une fois, aller beaucoup plus loin, et il y a encore beaucoup de maires qui n'ont même pas reçu l'agglo, et bon, là, il y aurait un véritable travail à faire. Je pense que la pression doit aussi venir du terrain. On a une prise de conscience à opérer et en se rendant compte que dans les 3/4 des communes du Pays Basque, où on pense que la situation est plus ou moins bonne, ou en tout cas moins pire qu'elle ne peut l'être sur la côte, la situation reste encore très fragile. Auskora, on dit en euskara. Et on n'en a pas forcément conscience. Et il y a quelques semaines, il y a eu à Speitia, au Pays Basque Sud, un colloque hyper intéressant qui parlait de ce qu'on appelle en euskara le concept d'arnashgune, des lieux de respiration, des lieux de forte vitalité de la langue basque. Et ce que les enquêtes et les projections montrent, c'est que d'ici 10 à 20 ans, il n'y aura plus d'arnashgune. Il n'y aura plus d'endroit au Pays Basque où la situation de la langue basque sera suffisamment saine pour que n'importe quel bascophone vive de façon confortable. Les mots ne sont pas forcément les bons, mais en euskara, on parle comme ça. Et donc, du coup, il y a une prise de conscience à opérer, y compris dans les communes de l'intérieur, notamment de Basse-Navarre, où Basse-Navarrois, où l'euskara bénéficie encore d'une forte transmission à l'école, à la famille, mais aussi un fort usage dans la rue, dans l'espace social. Parce que cette fragilité-là, une fois qu'elle sera impactée, il n'y aura plus d'endroit au Pays Basque où on pourra vivre en euskara de façon spontanée, sans trop réfléchir, etc. D'après vous, Eneko-Gori, quels sont les freins à davantage de mobilisation des municipalités? Est-ce que c'est un manque de moyens financiers, de compétences, de volontarisme, ou est-ce que c'est un mélange de tout ça? Je pense un mélange de tout ça. Tout à l'heure, on a parlé d'un fort consensus qu'il faudrait peut-être nuancer à ce stade-là de la conversation. Cette grande masse de ni pour ni contre, est-ce qu'elle se cache derrière une forme de consensus de façade ou de consensus, on va dire, conventionnel? Aujourd'hui, c'est l'ère du temps, de ne pas critiquer l'euskara, etc., etc. Et certains élus surfent sur cette vague-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la part de certains élus une tentation, la tentation de la tactique électorale ou de l'achat de la paix sociale, et pas forcément de construire véritablement un vivre ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un problème de moyens, vous l'avez dit, effectivement. Il y a un problème de prise de conscience, ok, pourquoi pas. Mais il y a aussi un problème de qu'est-ce que je vais faire moi avec l'euskara? Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que maire, en tant que conseiller municipal, pour que d'ici la fin du mandat, je commence mon mandat, et pour que d'ici la fin du mandat, la situation de la langue basque soit meilleure. Et j'ai l'impression qu'il y a encore cette tentation d'un peu de repli de bon, ben oui, électoralement, à la fin du mandat, je vais montrer quelques gars, je vais mettre quelques pièces dans la machine. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a plein de photos qui commencent à apparaître de maires qui vont se représenter aux élections et qui doivent montrer des gages d'eux. Ou d'autres qui vont plutôt avoir la tentation de se dire bon, ben oui, effectivement, il y a un monde associatif et militant qui sait se faire entendre. Et donc, du coup, pour pacifier un petit peu tout ça, je vais apporter quelques petites garanties et les satisfaire. Je pense que véritablement, l'enjeu, c'est celui de la construction du vivre ensemble. C'est-à-dire, ben, je suis maire d'une commune où 50% de la population parle, 50% ne le parle pas. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour que celles et ceux qui le parlent aient plus l'occasion de le pratiquer dans la vie sociale, et pour que les 50% qui ne le parlent pas encore, sur l'échelle du mandat, qui est de 5 à 6 ans quand même, se l'approprient davantage, en l'apprenant, etc., etc. Et donc, il y a, à mon avis, la question de l'efficacité qui doit se poser, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. De 0 à 3 ans, qu'est-ce que je vais faire dans l'accueil de la petite enfance pour que plus d'enfants soient accueillis en euskara via des crèches, via des MAM? Quel travail je vais entreprendre avec la fédération Konkoloch, par exemple, pour ça? Quel est le pourcentage de gamins aujourd'hui qui apprennent le basque de la petite section au CM2? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils soient davantage à la fin du mandat? Et là, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. Sur la continuité CM2 collège, quel est le chiffre aujourd'hui et comment je vais faire moi pour doubler cet effectif-là, cette proportion de gamins qui continuent dans la filière bilingue du CM2 au collège?
Et bon, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. On ne peut malheureusement pas en parler aujourd'hui, mais énormément d'actions qui peuvent être mises en place. Des collectifs comme Placera, auxquels vous appartenez, sont vigilants à ce qui se passe localement. Est-ce que vous trouvez que le dialogue est ouvert avec les municipalités? Est-ce qu'il y a une prise en compte des points de vigilance que vous soulevez? Alors, Placela va accompagner certaines communes, de moins en moins si possible, et on fait partie, nous, de Euskal Confederación, qui est la fédération des associations qui œuvrent pour l'Euskara, qui luttent pour l'Euskara. Et Euskal Confederación va poser sur la table un véritable baromètre pour que les communes s'engagent. Et donc, nous, au sein de l'Euskal Confederación, on va être vigilants, parce que les communes s'engagent de façon durable, sincère, pérenne et efficace autour de l'Euskara. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était est-ce qu'on est suffisamment écouté? C'était ça? Ouais. Oui. Non. Non. Nous, avec Placera, mais avec d'autres réseaux aussi, au nord comme au sud, on plaide depuis une vingtaine d'années à ce qu'il y ait beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de synergie, beaucoup plus de complémentarité et d'interdépendance, puisque la complémentarité, d'interdépendance entre le monde institutionnel et le monde associatif. C'est-à-dire que si on ne travaille pas ensemble à donner un avenir à l'Euskara, si on travaille dos à dos en se reprochant des choses, en étant dos à dos tout simplement, on n'arrivera pas à surmonter ce défi. Alors c'est difficile de faire confiance à des institutions publiques qui pendant des décennies avaient programmé le déclin de l'Euskara, avaient mis en place une forme de linguicide au nord comme au sud. C'est difficile aussi de travailler main à main avec un monde associatif quand on est dans des institutions et quand on est élu, avec un monde associatif, avec des militants qui passent beaucoup de temps à nous critiquer. Et du coup, c'est difficile de construire cette complémentarité, mais pour nous, elle est indispensable. Il faut qu'on arrive à surmonter certaines logiques du passé et vraiment mettre en place une synergie pour travailler ensemble. Ça veut dire dépasser des crispations, ça veut dire dépasser des méfiances, ça veut dire assumer qu'on a nos propres limites. Le monde institutionnel a beaucoup de moyens, mais a beaucoup de limites aussi. Il faut que le monde institutionnel arrête de penser qu'il peut pénétrer le terrain aussi bien que le monde associatif. C'est faux. Le monde associatif est hyper ancré dans le terrain, mais n'a pas les moyens des institutions. Prenons le meilleur de chacun et essayons de relever ce défi-là. Il y a par exemple un drame absolu, c'est que depuis plusieurs années maintenant, dû à une crise politique, le monde associatif ne participe plus au comité consultatif de l'Office public de la langue basque. C'est dommage. C'est dommage parce que de là, on peut se silicatou, on peut se tirer vers le haut pour arriver à des politiques publiques plus audacieuses. On peut essayer de dialoguer, on peut aussi, dans cet espace-là, se comprendre mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que de s'écouter, c'est d'actions en commun dont on a besoin. Quand on regarde, par exemple, un exemple qui vient de se dérouler, c'est Euskararen Urtaroa, qui tout au long de la deuxième quinzaine de novembre a impulsé à travers tout le Pays Basque Nord tout un tas d'actions. Qu'est-ce qui s'est passé pour Euskararen Urtaroa? L'AGLO a mis en place un système qui permet au monde associatif d'avoir des petits financements pour mettre en place des projets très concrets sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde associatif a dit « Ah, votre temporalité, ce n'est pas la nôtre, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. » Et on a aujourd'hui une centaine d'activités qui se sont déroulées tout au long du territoire. Et Euskalen Urtaroa, c'est un micro-événement à l'échelle de la revitalisation de la langue basque. Mais si on était capable de faire preuve d'inventivité dans ce sens-là, peut-être qu'il y aurait plus d'événements populaires, il y aurait plus de politiques publiques efficaces, etc., etc. Je vais loin, je suis désolé. Et pour finir, Eneko Gori, selon vous, quels sont les enjeux des municipales pour les Euskara? Un enjeu autour de la campagne et un enjeu sur les premiers mois du mandat. L'enjeu de la campagne, j'ai peur que ce consensus qui a été construit ne soit détruit par certaines forces politiques en présence qui disent la politique linguistique, ça suffit. La politique linguistique, c'est le cheval de Troie d'un projet politique qui cache son nom. La politique linguistique, de toute façon, on y injecte beaucoup d'argent public, ça ne marche pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne s'expriment pas publiquement contre la langue basque depuis une petite décennie et qui aujourd'hui rongent leurs freins et vont commencer à conditionner la politique linguistique à beaucoup de choses. Et j'espère que ça ne se passera pas. J'espère me tromper, parce que je me trompe très souvent. Mais j'ai peur que la campagne
que durant cette campagne, on entende des choses contre l'Euskara, que ça fait près de 20-30 ans qu'on n'avait pas entendu, et qu'il y ait un retour en arrière de la part de certaines forces politiques. J'espère me tromper, mais ça, premier point. Deuxième point, les premiers mois d'un mandat sont extrêmement importants. C'est là qu'on marque le tempo. Et une nouvelle équipe municipale qui investit une ville, ou un maire qui redevient maire de sa commune, de sa ville, peut faire beaucoup dans les premiers mois d'un mandat. Voter une reconnaissance officielle de la langue basque ou de la langue basque et du gascon si les trois langues coexistent dans leur territoire. Deuxième point, dans l'attribution des délégations, d'élus, d'adjoints, etc., attribuer à un adjoint, et pas à un conseiller municipal, à un adjoint ou une adjointe, la délégation langue basque. C'est très important que l'Euskara figure dans l'exécutif et pas juste dans la majorité des élus. Et troisième point, se mettre au travail pour voter un plan Euskara échelonné sur la durée du mandat, quelque chose d'extrêmement progressif et qui visera des résultats mesurables, des résultats atteignables et qui donne à la fois babèche juridiquois, une forme de reconnaissance juridique de la langue sur les territoires communaux, un statut d'adjoint qui va mettre ça en place, et puis une feuille de route qui pourra être reprise d'année en année, mais qui en tout cas marquera un cap pour y arriver. Avec, cerise sur le gâteau, un petit budget de fonctionnement propre qui permettra à la politique linguistique d'être impulsée et de ne pas toujours dépendre d'autres budgets et d'aller chercher la transversalité qui est nécessaire. Alors c'est extrêmement technique et pas très sexy vendu comme ça, mais s'il y a une idée à retenir pour les candidates et candidats qui se présentent aux élections, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses. Sortez de la logique communautaire et électorale. La politique linguistique s'adresse à toutes et à tous, aussi bien aux 80% de la population qui ne parle pas encore euskara qu'aux 20% qui le parlent. Et il y a énormément de choses très positives à construire autour de l'euskara. Il y a un consensus, surfez dessus et soyez audacieuses et audacieux. Eneko Guri, notre entretien arrive à sa fin. Comme à tous ces invités, Média Basque vous a proposé de formuler vos attentes pour ces élections municipales 2026. Est-ce que vous pouvez nous les lire avant de les insérer dans l'urne qui est face à vous? Oui, c'était un peu dans la lignée de ce que je disais là. J'invite, ou dans un idéal, j'aimerais que les politiques ou les futurs élus mettent en place une politique publique de revitalisation de la langue basque. Il faut qu'on arrête avec les mots sauver. On n'est pas là pour sauver l'euskara, on est là pour revitaliser l'euskara, mais qui soit véritablement basé sur le vivre ensemble. Si on n'est pas capable en tant que maire de sa commune de construire un vivre ensemble linguistique, on faillit vraiment à un des rôles importants de notre mandat. Et cette politique publique, elle doit aussi bien s'adresser aux 80% de la population qui ne parle pas euskara, ça c'est les chiffres de l'ensemble du Pays Basque, qu'aux 20% qui le parlent déjà, parce que sur ces 20% qui le parlent déjà, une grande partie a envie de vivre en euskara, et une autre partie ne se rend pas compte de ce qu'elle passe, de ce qu'elle perd en ne le parlant pas. Donc vraiment, j'espère qu'on verra plein de jolis plans euskara, qui soient intégraux, non communautaires, qui fassent vivre l'euskara, et que d'ici 6 à 7 ans, quand il y aura de nouvelles élections, on n'ait pas à se revoir parce que la situation de l'euskara sera tellement saine que d'autres enjeux de territoire auront dépassé cette question-là. Milej Karanitz, Eneko Guri, Lashter Arte. Vous pouvez continuer de suivre l'ensemble de l'actualité des municipales sur le site internet de Média Basque, Radio Média Basque, Média Basque l'Hebdo et Caseta. Et Média Basque étant indépendant de tout pouvoir politique et économique, vous pouvez soutenir notre média en vous abonnant, Lashter Arte.